Bonjour ou bon dia. Alors précédemment, on a arrêté la vidéo en promettant d'y revenir, en posant la question qui était là à la fin du système colonial avec l'éclosion d'un nouveau système qui est celui de l'Union française. Donc du point de vue des archives, nous avions parlé de l'esprit de la méthode de Faure. La question qui se pose désormais, c'est de savoir, y a-t-il une continuité de cet esprit de la méthode Faure? Je crois que nous l'avons inventé ainsi. La relation entre temporalité et finalité et le choix que Claude Faure fait de privilégier la seconde approche. Qu'en reste-t-il finalement? La colonie finie et prévaut désormais l'Union française qui apporte une nouvelle donne de la relation entre l'ancienne puissance colonisatrice et les anciennes colonies à partir de 1946. Chers étudiants, et là je m'adresse à vous, la matière impose la méthode. Nous avons souvent la possibilité de vous dire allez aux archives. Il faut que vous sachiez où sont les archives culturelles parce qu'elles détiennent une manne que nous devrons explorer. Mais du point de vue de ces sources que le colon nous a laissées, il nous semble que nous pouvons offrir une autre approche dans la manière dont nous allons écrire notre histoire. Et fort heureusement, la Casamance, qui est ici au cœur de notre démarche, aide beaucoup à comprendre, aide beaucoup à imaginer de nouvelles méthodes. Parce que, je l'ai dit, que ce soit Christian Roche, que ce soit Séverine Awenango, que ce soit Céline Labrène-Badian, que ce soit Philippe Mergel, et ainsi de suite, que ce soit Jean-Claude Marut. Enfin, vous trouverez de ces historiens, mais même René Capain-Bassène, qui est actuellement en prison, c'est un historien du temps présent, René Capain-Bassène. Vous trouverez que l'histoire qu'il écrit de la Casamance, et surtout du conflit, que du coup nous mettons en suspens, parce que c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais c'est la méthode qui nous intéresse. Donc, leur méthodologie, elle est imposée par la Casamance. Parce qu'exactement, le MFDC ne trouve pas de source. Mais son narratif, nous avons l'obligation de l'explorer en fait, pour voir qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a une quête de vérité qui transparaît dans le discours des MFDC, que ce soit Nkrumah Sané, que ce soit Alexandre Djiba, que ce soit Salif Sadio, qui d'ailleurs a rédigé un livre, d'accord, que ce soit qui d'autre, je ne les connais pas tous, d'accord. Je crois qu'il y a cette quête de vérité. On ne peut pas aller vers la paix sans vérité, en fait. Ça, le père Djamokoun, l'abbé Djamokoun le dit souvent. On retrouve quelque part, et ça, nous allons reculer un peu en arrière, c'est que à partir de 1875, avec la création du second arrondissement de Dakar, à l'époque, je crois que les arrondissements, c'était Saint-Louis, Bakel et Gorée. Et donc, Gorée donc, perd ce privilège donc, et Dakar devient un arrondissement. Et on se retrouve à organiser les archives de la marine. Mais donc, en 1875, on retrouve que des archives qui étaient à Gorée et qui redevaient de la Casamance sont envoyées à Dakar, en arrondissement, mais aussi à Saint-Louis. Mais c'est très intéressant. Claude Faure, sa méthode, qui est celle, l'esprit de la finalité de nouveaux territoires, qu'est-ce qu'elles vont devenir demain? Claude Faure, en 1916, quand il vient pour créer le fonds de l'AOF, il ramène ses archives de Saint-Louis qui vont retrouver celles de Gorée qui ont été déplacées à Dakar à partir de 1875. Et donc les archives de la Casamance qui ont été classées à Saint-Louis sous la marine en 1875 reviennent à Dakar sous l'AOF. Vous pouvez, je crois, si vous vous intéressez à la recherche, vous verrez qu'à Saint-Louis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à moins que c'est disparu, mais à une époque où je travaillais avec Madame Pendaba sur la problématique de la paix en Casamance au LASPAT, j'ai bien
visiter les archives de Saint-Louis pour voir où sont les archives de la Casamance, mais c'était très maigre ce qui était là-bas. Mais la trace de cette organisation de 1875 est restée. Quand bien même aujourd'hui, il n'y ait rien là-bas. La perspective de centralisation, pour résumer, et d'intégration en un seul dépôt n'empêche pas la constitution de dépôts dans chaque colonie, dans chaque nouveau territoire conquis. Elle ne l'empêche pas. Autrement dit, on trouve sous la colonisation et sous la perspective de Faure d'organiser les archives qu'il existait des dépôts d'archives en Casamance. Comment nous le savons? C'est exactement la personne qui précéda Charpie qui va nous l'annoncer. Marguerite Verdun, pour la nommer. C'est elle donc qui nous annonce quel a été le dessin qui a été donné aux archives de la Casamance, alors qu'elle cherchait à les organiser. Rappelons, elles ne sont plus à Saint-Louis, chef-lieu de la colonie du Sénégal dans l'AOF. Elles sont à Dakar, chef-lieu de l'AOF lui-même. Et dans Dakar, on retrouve un fonds Casamance, un fonds Guinée-Conakry, un fonds Côte d'Ivoire, ainsi de suite, ainsi de suite. La Casamance, donc, dans la finalité d'archivage de Claude Faure, n'était pas au cœur de la colonie du Sénégal. Elle a été dans l'AOF. Voyez-vous, c'est intéressant ici. C'est-à-dire que l'esprit de Claude Faure, certes, il est resté du point de vue de la temporalité, dans la manière dont les archives du Sénégal sont aujourd'hui organisées, mais dans le passé, ce n'est pas organisé comme ça. L'esprit est là, du point de vue de la temporalité, mais du point de vue de la finalité. Ce que Claude Faure réalisa dans la méthodologie archivistique, on le découvre mieux quand on va finalement lire Marguerite Verdun qui nous dit que les archives de la Casamance ont été détruites. Vous voyez combien ce que, au début, si on s'était laissé emporter par cette idée qui a un mythe, on se serait arrêté et on n'aurait pas trouvé, d'accord, cette séquence de l'histoire des archives du Sénégal. La matière impose la méthode. Quand on commence à naître, ou quand, je ne sais pas moi, on Apakena, ou je ne sais pas moi, on Salif Sadio, qui d'ailleurs a écrit Salif Sadio, vous disent que nous, dans la mémoire collective, nous avons appris que la Casamance, c'est ceci. Il faut qu'on s'arrête un instant pour analyser ce narratif en tant qu'historien, pour voir quelle est la part de vérité dans ça. Peut-être qu'ils ne savaient pas que Marguerite Verdun l'avait dit. Peut-être qu'ils ne voulaient pas le démontrer. Mais on trouve exactement une telle preuve, comme vous pouvez le voir. Et ça réconforte les cœurs. Non pas pour leur donner une vérité sur ce qu'ils disent, qu'ils doivent prendre l'indépendance. En fait, je suis désolé, on ne prend pas des armes aujourd'hui pour s'entretenir, nous sommes tous frères. Mais c'est la quête de la vérité, une fois qu'on le sait. Parce qu'il est question de l'histoire de la Casamance. Il ne faut pas la minimiser. On ne peut pas parler de panafricanisme sans mettre en valeur l'histoire de la Casamance. Parce qu'elle a résisté. Et on ne doit pas vendre cette histoire de nos ancêtres au nom de la paix. C'est quel type de paix? Si dans nos cœurs, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce que nos ancêtres ont laissé. Senghor, il y a cru. C'est pourquoi il s'est beaucoup dépensé pour laisser les chercheurs et pour laisser ceux qui s'intéressaient à la mémoire collective de la Casamance, comme l'avait Diamokoun Senghor, de développer ce narratif sur l'histoire de la Casamance. Ça, c'est un devoir mémoriel. Et au nom du panafricanisme, on ne saurait sacrifier l'histoire de nos ancêtres pour prétendre résoudre des questions de paix.
Il n'y a pas de paix sans vérité. Et la paix, c'est la paix des cœurs, c'est la paix des consciences d'abord. La Casamance a eu une histoire assez particulière parce que non seulement un fleuve, le fleuve Gambie, sépare le Sénégal de la Casamance, s'y ajoute qu'il y a une colonie à l'intérieur, eux aussi acquise aux dépens des Portugais. Il n'empêche que, quand bien même les pouvoirs impérialistes anglophones et lusophones ont démissionné, les populations casamancaises, historiquement, ont résisté. Et ce, jusqu'à la fin de la période de la colonie et la naissance de l'Union française, qui offre une nouvelle approche, une nouvelle perspective aux populations casamancaises, dont les enfants éduqués, dont les enfants, excusez-moi, qui ont été à l'école coloniale, d'accord, ont accepté sous l'Union française, parce que l'Union française, qui est née en 1946, propose à ces élites-là un mode d'organisation qui les appuie. C'est là, 46, Union française, 47, naît le MFDC. C'est donc plus une question entre la France, dans sa perspective de pacification militaro-impérialiste qui continue, il y a une nouvelle relève, celle des élites éduquées. Nos ancêtres, ils ont réussi ça. C'est leurs enfants qui donc se lèvent, comme le dit les statuts du MFDC, pour prendre en charge les aspirations de leur population. Et qui donc trouvent qu'il y a un moyen de construire l'Afrique qui courait vers la balkanisation ou qui, au nom du fédéralisme, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une autre histoire politique de la Casamance. Elle n'est pas celle de la résistance, c'est l'histoire politique. Mais au moment où l'Union française naissait, il existait encore des résistantes. À l'image d'Alandi Sobassène. Elle est morte en 1958. Là où, quand la France vient pour proposer un référendum d'indépendance, en fait. Mais dans cette phase-là, ce sont des intellectuels maintenant qui prennent la relève. Parce que la France n'utilise plus les armes pour conquérir la Casamance, pour dominer la Casamance. Elle a échoué. Casamance invicta Félix. Ce n'est pas pour rien que les armoiries de la Casamance, quand bien même aujourd'hui nous ayons 3 régions, mais la région mère par essence, la Casamance naturelle, sa devise c'est heureuse et invincible. Elle n'a pas été conquise par le système colonial qui lui a reconnu ça. Ce que les élites en ont fait, c'est une autre page de l'histoire, telle que peut se refléter dans la manière dont les archives du Sénégal sont classées aujourd'hui. Mais ce n'est pas la page de l'histoire de nos ancêtres. Comment ces élites l'ont récupéré? Comment d'autres ont récupéré cette continuité de la lutte de nos ancêtres? Nos ancêtres, leur esprit, leur conscience d'appartenance à une région. En tant que groupe, il est porté par Diamacoune. Je suis désolé, Ousmane Sonko ne peut pas prétendre que lui, il est tombé tout azimut pour être un héros sénégalais et que la Casamance ne renseigne pas sa personnalité. C'est pas pour rien que la presse s'est fendue pour l'honneur d'un fils de, je cite pas. C'est parce qu'historiquement, le Casamançais a la résistance dans le sang. Comme disait le père Diamacoune, vaut mieux chercher à vider le fleuve Casamance que de chercher à les convaincre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont enfermés en eux-mêmes. C'est cette partie de l'histoire donc qu'il ne faut pas rejeter. Et alors, pour en revenir à Charpie, on peut dire ceci, c'est-à-dire que, visiblement donc, on aurait attendu de lui qu'il reste archiviste et que donc, il nous dise dans quel esprit ces archives de la colonisation ont été mises en place. À la fois sous Faure, quel classement il a mis, à la fois sur Verdad, quel classement il a mis en place,
Et comment cela déteint dans notre compréhension de l'histoire du Sénégal, le contexte. D'accord? Pourquoi donc, dans les archives de la puissance coloniale au Sénégal, on a un fonds propre à la Casamance comme on a un fonds propre au Sénégal? C'était dans quel esprit? C'est dans le sens qu'on a parlé de finalité chez Faure. Et cette finalité de ces conquêtes territoriales, on la retrouve chez Marguerite Verdat, qui voulait donc organiser le fonds Casamance et trouve qu'il y a des archives qui manquaient. C'est là où on attendait Christian, je dis Christian Roche, c'est là où on attendait Charpie, qui malheureusement s'est transformé en historien. C'est bon, il n'y a pas de problème. Les archivistes eux-mêmes sont des historiens, mais on n'a pas les mêmes méthodes. Et vous autres chercheurs en histoire, vous devez vous intéresser un peu de la méthode des archivistes quand nous allons pour la recherche, surtout en ce qui concerne la Casamance. Donc c'est là où Charpie, en sortant de son terrain, il a plus ou moins échoué parce qu'après, nous l'avons vu, les réponses que des gens comme l'abbé Diamacoune vont apporter ou comme Salif Sadio. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça? L'histoire de la Casamance, on doit continuer à l'écrire, comme le fait Salif Sadio. Ce qui nous demande d'ailleurs qu'il préfère la bataille intellectuelle qu'autre chose. Et je vois qu'aujourd'hui, on s'autorise à enfermer des rebelles qui ont quitté le maquis et qui ont privilégié la démocratie, la liberté de l'expression. Un ministre de l'Intérieur qui a eu son doctorat se donne la permission d'aller les arrêter. Et d'ailleurs pour ça, j'ai toujours rappelé pour le départ du gouverneur de Ziguinchor. Parce que c'est le premier fautif. Mais bref, des gens comme René Capain-Bassène, qu'est-ce qu'ils font en prison? C'est parce que c'est sa plume qui l'a enfermé. Il n'a pas d'arme, c'est sa plume, et je le dis. Et je le dis d'ailleurs dans ce livre. De ce qui relève du conflit, je crois que le travail que nous avons mis en place sur la guerre incivile, et nous allons y revenir, en dit long sur une autre page de l'histoire qui relève de la violence de nos hommes d'État. Cette violence, ils ont voulu reproduire ça sur Ousmane Sonko, mais elle est Diaou. Oh, qui est né kumpayoli ukan ku sénégalais teni woli jene ben kan ku sénégalais o woli be tebol woli wala be tebalol sumil sumuti pano kanal mana o kene sugay mais koku gorol panku gorol al mais do rapport générationnel nouveau ou soforal